Un policier raciste l'a traité de criminel parce qu'il est noir et ne savait pas qu'il était le fils du maire. Dès que Devin Langston entra dans le palais de justice, le silence se répandit comme une traînée de poudre, engloutissant murmures, pas, et même le faible vrombissement mécanique des obturateurs. Il se déplaçait telle une ombre dans un épais brouillard, mesuré, posé, indéchiffrable. Tous les regards le suivaient. Les journalistes murmuraient dans leurs micros avec une urgence haletante, les caméras braquées pour un cliché parfait du jeune homme noir au cœur de la tempête. Il portait le costume bleu marine que sa mère avait cousu de ses propres mains avant que le cancer ne l'emporte. Le tissu lui collait respectueusement à la silhouette, symbole de dignité et de force tranquille. Bien que la ville brûlât de tension à l'extérieur, le visage de Devin ne portait aucune trace de ce feu intérieur. Ce qui vacillait dans ses yeux n'était pas la peur, mais une détermination. Ce n'était pas n'importe quel procès. C'était l'affaire de l'État contre l'agent Terence Doyle. Un agent que beaucoup qualifiaient de héros. Un homme avec des plaques sur son mur et des médailles épinglées sur sa poitrine, maintenant accusé d'avoir agressé un innocent et d'avoir forgé des mensonges pour fonder un rapport officiel. Devin n'était pas seulement la victime. Il était le symbole de tout ce que la justice avait tenté d'enterrer, de ce qui arrivait quand quelqu'un refusait de se taire. Et il n'avait aucune intention de laisser le système s'en tirer indemne. Des semaines plus tôt, Devin rentrait chez lui après un entretien d'embauche. C'était censé être une journée de nouveau départ, celle dont sa mère rêvait. Il avait redressé sa cravate dans le rétroviseur, vérifié l'adresse, répété ses réponses à voix basse. L'entreprise l'avait apprécié, lui avait proposé un deuxième tour. Il avait l'impression, pour une fois, que les choses s'alignaient enfin. Mais soudain, des lumières rouges et bleues s'allumèrent derrière lui. Une sirène interrompit la quiétude du soir. L'agent prétendit que son feu arrière était cassé. Devin avait tendu la main vers sa carte grise, d'un geste posé, poli, chaque geste réfléchi. Pourtant, il fut arraché de la voiture. Sa poitrine heurta le capot avec un bruit sourd qui résonna encore dans ses os. L'agent Doyle appela des renforts, la main déjà sur son arme, affirmant que Devin correspondait au signalement d'un criminel recherché. Pas de mandat, pas de procédure régulière. Juste une présomption de culpabilité à cause de sa peau. Devin avait dit qu'il rentrait chez lui, qu'il était diplômé en droit, qu'il avait des preuves. Rien de tout cela n'avait d'importance. Les menottes se refermèrent sur ses poignets comme une sentence définitive. Pendant 48 heures, il fut dépouillé de son nom, de sa dignité et de ses droits, enfermé dans une cellule réservée aux criminels. Le silence dans cette pièce était pesant. Chaque respiration lui rappelait l'injustice qu'il subissait. Lorsque son identité fut enfin confirmée, il n'y eut ni excuse, ni reconnaissance, juste une libération silencieuse, comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé, quelque chose qui ne serait pas oublié. Ce que l'agent Doyle n'avait pas réalisé, même en griffonnant de faux détails dans son rapport, c'est que Devin n'était pas un visage sans voix dans le système. Il était le fils unique du maire Franklin Langston, un homme qui avait consacré 2 décennies à combattre les injustices que Devin venait de subir. Et si le maire avait d'abord supplié son fils de laisser tomber, de laisser les affaires internes s'en occuper, Devin avait refusé. Il ne voulait pas d'excuses privées. Il voulait une responsabilité publique. Dans la salle d'audience, il était assis à côté de Marcus Bell, avocat de la défense connu pour sa fureur silencieuse. Bell était un homme capable d'étriper un témoin d'une simple question, qui n'élevait jamais la voix mais obligeait les juges à se redresser dès son entrée. À côté de Bell, Devin paraissait plus petit, mais seulement de par son cadre. En présence, il était inébranlable. La salle était tendue, bondée de policiers en uniforme, leurs badges brillant comme des boucliers. Ils ne parlèrent pas, mais leur présence en disait long. Ce procès pour eux était une
Mais il y avait quelque chose que le public ignorait. Une bombe à retardement enfouie sous l'épreuve. 2 semaines avant le procès, une enveloppe arriva au bureau de Marcus Bell, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une clé USB, des images de surveillance d'une station-service proche du lieu d'arrestation. Les images, tremblantes mais claires, montraient Devin pleinement coopératif. Pas de gestes brusques, pas de haussement de voix. Juste un jeune homme répondant aux questions. Puis, on vit le sourire narquois de Doyle, la bousculade soudaine, la brutalité du geste, la satisfaction sur le visage de l'agent lorsque Devin fut projeté dans la voiture. Bell ne transmit pas les images immédiatement. Il savait que le timing était important. Il comprenait que les salles d'audience ne se limitaient pas aux faits, mais aussi aux récits. Il voulait que les mensonges macèrent, pour montrer au monde à quel point les mensonges pouvaient être convaincants avant de les démasquer. Il garda les images dans sa mallette comme un poignard, en attente. Pendant ces 2 semaines, des hommes puissants évoluèrent dans l'ombre. Des coups de fil furent passés. On murmurait au juge. Des communiqués de presse étaient rédigés pour dépeindre Devin comme instable, provocateur et difficile. De hauts fonctionnaires, qui devaient des faveurs à l'agent Doyle, commencèrent à appeler au calme, exhortant le public à faire confiance au processus, tout en essayant discrètement d'influencer son issue. Un sénateur avait même proposé de s'entretenir en privé avec le maire, suggérant un compromis qui protégerait la pension de Doyle en échange d'excuses publiques de l'agent. Le maire déclina, mais la pression monta. À présent, dans la salle d'audience, les déclarations liminaires avaient été prononcées. Ritter se tenait droit, employant des expressions comme « erreur honnête » et « soupçon raisonnable », tandis que Bell parlait peu. Il n'en avait pas besoin. Son silence était plus pesant que les paroles de Ritter. Et Devin était assis là, les mains jointes, le regard droit devant lui, le bourdonnement de la salle d'audience, tel un tonnerre lointain. Ce dont il se souvenait le plus à ce moment-là, ce n'était pas l'arrestation ni le banc froid de la cellule. C'était la voix de sa mère le jour de son départ pour l'université. Elle lui dit que la justice, la vraie justice, ne lui serait jamais rendue facilement, qu'il lui faudrait se battre pour elle, verser son sang, et parfois marcher seul à travers le feu pour l'obtenir. Sa voix résonna à ses oreilles, non pas comme un murmure, mais comme un ordre. L'atmosphère de la salle d'audience s'épaississait à chaque instant. Devin scruta les rangées derrière la table de la défense. Des journalistes, des militants, des familles brandissant des pancartes « Justice pour Devin ». Quelque part au fond, un garçon de 10 ans à peine serrait un journal avec la photo de Devin en première page. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, Devin réalisa ce qu'il savait déjà au fond de lui. Ce n'était pas seulement son combat, c'était un règlement de compte. Le juge demanda une suspension d'audience. Bell se pencha, d'une voix basse mais ferme, demandant si Devin était prêt. Devin n'eut pas besoin de répondre. Il se leva simplement, ajusta sa cravate et se dirigea vers le couloir. Les caméras le suivirent de nouveau, les flashs s'allumant comme un orage. Mais cette fois, son regard avait changé. Ce n'était plus seulement un récit, mais un danger, forgé par la vérité, aiguisé par la douleur. Et pourtant, la vidéo restait dans la mallette de Bell, attendant son heure. 2 semaines après le début du procès, la défense avait enfin commencé ses contre-interrogatoires. Pendant des jours, la salle d'audience avait été submergée par des policiers en uniforme déposant des témoignages identiques, chacun se faisant l'écho du précédent comme un refrain répété. Leurs paroles étaient sans couleur, sans nuance, juste le même texte stérile, prononcé sur le même ton sec. Devin avait résisté à son arrestation. Devin avait tendu la main. Devin n'avait pas fourni d'identification. Pourtant, plus il parlait, plus les fissures commençaient à se former. Marcus Bell était resté assis tranquillement pendant la plaidoirie de l'accusation, le regard perçant, sa plume s'étirant avec la grâce de quelqu'un attendant le moment opportun. Maintenant, alors que la 2e semaine s'écoulait,
c'était fait. Marcus Bell était resté assis tranquillement pendant la présentation de l'accusation, le regard perçant, la plume gracieuse de quelqu'un qui attend le moment opportun. À mesure que la deuxième semaine avançait, les incohérences qu'ils avaient tant cherché à dissimuler commencèrent à transparaître. Un policier affirma que Devin s'était précipité vers sa boîte à gants. Un autre jura que Devin avait les mains sur le volant. Un troisième affirma qu'aucune pièce d'identité n'avait été retrouvée dans le véhicule, malgré les images de la caméra piéton, aussi brèves fussent-elles, montrant un portefeuille en cuir posé sur le tableau de bord par Devin d'une main calme et posée. Aucun d'eux ne semblait se rendre compte qu'ils se contredisaient, démantelant pièce par pièce le récit fragile qu'ils avaient tant travaillé à entretenir. Au milieu de la deuxième semaine, la monotonie fut brisée par un choc sismique. Une source anonyme, toujours non identifiée, divulgua à la presse des notes de service interne de la police. Leur contenu était accablant. L'agent Doyle, l'homme qui avait brutalisé Devin, avait été signalé à 5 reprises pour usage excessif de la force. 5 jeunes hommes noirs différents. 5 plaintes officielles. Chacune avait disparu dans le système, enfouie sous l'apathie bureaucratique. Aucune mesure disciplinaire, aucune suspension, aucune enquête digne de ce nom n'avait été prise. Le département l'avait protégé, soutenu, et maintenant, ses actions les avaient conduits à ce procès, cette collision entre pouvoir et silence. Les médias se sont accrochés à la fuite comme des loups à une piste olfactive. Les gros titres ont fusé sur tous les écrans de la ville. Les journalistes ont harcelé les marches du palais de justice, leurs micros captant chaque nom mentionné, chaque nouvelle allégation. La salle d'audience bourdonnait comme un fil sous tension. Mais la véritable explosion ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans une décision qui a stupéfié même les observateurs les plus blasés, le juge Leonard Wexler a annoncé la suppression des preuves vidéo. Il a invoqué des problèmes de chaîne de possession, affirmant que les images étaient passées entre trop de mains avant d'arriver au tribunal. Peu importait que l'équipe de Bell disposât de documents attestant de son authenticité. Peu importait que l'horodatage fût intact ou que la vidéo ait été téléchargée directement depuis la caméra piéton de l'agent Doyle. Wexler la balaya d'un revers de main comme un fruit gâté, la déclarant irrecevable. Bell le ressentit instantanément. Une oppression dans la poitrine, non pas due au choc, mais à la reconnaissance. Il comprenait maintenant. Wexler n'était jamais neutre. Il avait été nommé par le gouverneur Sheffield, celui-là même qui devait sa dernière réélection au soutien véhément du commissaire de police Graham. Ce même Graham qui n'avait pas encore fait de déclaration publique au sujet de Devin Langston et qui avait discrètement retiré des fonds des programmes de surveillance civile quelques mois auparavant. Ce n'était pas un procès, c'était du théâtre. Une orchestration minutieuse destinée à apaiser l'opinion publique tout en soustrayant les responsables à une véritable responsabilité. Et puis le maire, le père de Devin, tenta de prendre la parole. C'était lors d'une réunion du conseil municipal, retransmise en direct à la télévision publique. Il se tenait à la tribune, la voix forte, le chagrin contenu par sa seule volonté. Il commença à parler de justice, de transparence, de la maladie ancrée dans le système. Mais juste au moment où ces mots commençaient à percer, son microphone s'éteignit. L'écran vacilla, l'angle de la caméra changea. Lorsque le son revint, ce fut la voix d'un autre conseiller municipal qui emplit la salle. Quelqu'un l'avait réduit au silence. Cette nuit-là, Bell trouva sa voiture vandalisée. Le pare-brise était comme une toile d'araignée autour d'une brique rouge, et collée sur cette brique se trouvait une note griffonnée à l'encre noire irrégulière. 4 mots. Arrêtez tant que vous le pouvez encore. Pas de signature, pas d'empreinte digitale. Juste le message et le silence qui suivit. Il se tenait dans le noir, fixant la note sous le lampadaire orange pâle, son reflet brisé dans la vitre. Il n'appela pas la police. Il n'en avait pas besoin. Il l'observait déjà à l'écoute. Le message était clair. Il était proche de quelque chose qu'il ne voulait pas révéler. Le procès continua néanmoins.
Le 3e jour de la semaine, l'atmosphère dans la salle d'audience changea. La tension flottait dans l'air comme l'humidité avant la tempête. C'était au tour de Doyle de témoigner, et dès son arrivée à la barre, quelque chose dans sa posture le trahit. Il n'était plus aussi maître de lui qu'avant. Ses réponses sèches, son ton plus froid. Il évitait tout contact visuel avec Bell, évitait complètement Devin. Et tandis que Bell commençait son contre-interrogatoire, le pressant sur chaque contradiction, le sang-froid de Doyle commença à s'effriter. Bell l'interrogea sur la nuit de l'incident, sur les rapports manquants. Pourquoi n'avait-il pas noté la pièce d'identité de Devin, alors que la caméra embarquée la montrait clairement? Les réponses de Doyle devinrent les dents serrées et la voix à peine contenue. Doyle ricana à travers la salle d'audience. Il ressemblait à un sacré criminel, conduisant une Mercedes vêtue d'un costume. Qui se moquait-il? Un silence de mort s'abattit sur la salle d'audience. Pendant un instant, même le bruit de sa respiration sembla s'arrêter. Bell ne bougea pas immédiatement. Il laissa ses mots en suspens, les laissa s'envenimer dans le silence. Puis, avec un calme délibéré, il s'avança et croisa le regard de Doyle. Il demanda si l'agent voulait dire qu'il avait supposé que Devin était un criminel parce qu'il était noir. Doyle ne répondit pas, mais il n'en avait pas besoin. L'implication était écrite sur son visage, enfouie dans la tension de sa mâchoire, le frémissement de son front. Il n'avait pas voulu le dire, mais il l'avait fait. Et ce faisant, il avait brisé l'illusion que le service avait si désespérément tenté d'entretenir. Bell se détourna de la barre et fit face à la salle. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Tous les regards étaient braqués sur lui. Tous les enregistreurs s'allumèrent. Il parlait avec le poids de tout ce qu'il s'était battu pour révéler. L'homme que l'agent Doyle avait brutalisé, expliqua-t-il, n'était pas un simple citoyen noir innocent. Ce n'était pas un simple diplômé en droit, ni un travailleur acharné qui cherchait à rentrer chez lui. C'était le fils unique du maire Franklin Langston. Il ne s'agissait pas simplement d'une erreur d'identité ou d'un manque de jugement. C'était une atteinte directe aux valeurs que la ville prétendait défendre. Un halètement collectif parcourut la salle d'audience. Les journalistes se bousculèrent pour capturer chaque mot. Les appareils photo crépitèrent. Les journalistes se penchèrent en avant, leurs doigts volant sur leur clavier. Même le juge Wexler parut momentanément secoué, son marteau figé en l'air, le visage pâle sous les lumières. À cet instant, la salle d'audience passa d'une performance contrôlée à quelque chose de réel. Le public n'assistait plus à un procès, il assistait à une révélation. Bell tint bon, non pas en avocat avide de victoire, mais en homme déterminé à ne pas laisser passer cet instant inaperçu. Il avait mis la vérité à nu, l'avait débarrassé de son jargon juridique et de son encadrement stratégique. Il ne s'agissait pas seulement de Devin Langston. Il s'agissait de tous les Noirs qui avaient été interpellés, interrogés, battus, renvoyés. Il s'agissait des systèmes qui avaient permis à des hommes comme Doyle de gravir les échelons sans jamais avoir à rendre de compte. La salle d'audience vibrait, mais Bell restait immobile, le regard fixe. Pour la première fois depuis le début du procès, la défense n'était pas sur les talons. L'équilibre avait basculé. Et bien que le juge ait tenté de reprendre ses esprits, frappant du marteau et appelant à l'ordre, la vérité avait déjà été dite. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce soir-là, les ondes vibraient du poids de la vérité. Les chaînes d'information diffusaient en boucle l'extrait accablant de la remarque sans filtre de l'agent Doyle. Les images tranchant les salons et les écrans de téléphone portable comme une lame dentelée. Chaque rediffusion attisait l'indignation. Chaque répétition alimentait une tempête grandissante. La phrase « Je ne m'attendais pas à ce qu'un enfant noir ait un cerveau » résonnait dans tout le pays, résonnant dans les salons de coiffure, les salles de classe, les bureaux et les foyers. C'était plus qu'une insulte. C'était une confirmation. La preuve de ce que trop de gens soupçonnèrent depuis le début. Devin Carter n'avait pas été pris pour cible par accident, mais délibérément. Devant le palais de justice,
Les manifestants se sont transformés en une masse d'humanité furieuse. Ils portèrent des pancartes, leurs chants empreints de douleur et de détermination. Des affiches en carton affichaient « Justice pour Devin »,« Dénonçons le système » et « On n'en a pas fini ». Certains étaient venus avec des mégaphones, d'autres avec des bougies. La place devant le bâtiment scintillait comme une mer de flammes sous le ciel hivernal. La colère grondait dans la foule, mais aussi quelque chose de plus persistant, la détermination. Il ne s'agissait plus seulement de Devin. Il s'agissait de tous les noms balayés, de toutes les fois où le système s'était effondré et où la vérité avait été enfouie sous des excuses. À l'intérieur du palais de justice, cependant, l'air était immobile, trop immobile. Devin était assis dans une chambre privée exiguë sous haute surveillance, flanqué de 2 agents municipaux, dont le rôle était passé de la sécurité du tribunal à la protection personnelle. Les menaces avaient commencé à affluer quelques heures après la diffusion de la vidéo. Certaines par messages vocaux, d'autres par des lettres anonymes glissées sous les portes du palais de justice. Quelques-unes étaient juste assez glaçantes pour nécessiter une recherche, mais les sources passaient toujours inaperçues. Devin ne broncha pas. Son regard restait fixé vers l'avant, la mâchoire serrée, les mains jointes, immobile et résolu. Non pas qu'il n'ait pas peur, mais parce que la peur ne l'emportait plus sur l'objectif. La vérité avait fait surface, et avec elle, une pression de toutes parts. Derrière les portes en bois poli des bureaux municipaux et des salles de réunion politiques, le chaos régnait. Le gouverneur Sheffield avait décrété une suspension d'urgence du procès en milieu de matinée, invoquant des troubles publics comme justification. À huis clos, cependant, ses motivations étaient plus stratégiques. Les sondages baissaient. Les manifestations avaient atteint sa pelouse. Les donateurs commençaient à s'interroger. Il avait besoin d'une pause, d'un délai, n'importe quoi pour donner à ses partisans le temps de se ressaisir, de réécrire et de tourner la situation. À l'hôtel de ville, le maire affrontait sa propre tempête. Contrairement au gouverneur, le maire Thompson avait un intérêt personnel. Il avait été le mentor du père de Devin, son entraîneur de football américain au lycée. Leur famille avait une histoire. Mais des alliés politiques avaient commencé à appeler. Chaque conversation se terminant par la même suggestion, drapée dans une tournure diplomatique, convaincre votre fils de retirer l'affaire. Pour la ville, pour la paix, pour le bien commun. Il ne parvenait pas à prononcer ces mots à voix haute. Au lieu de cela, il s'était discrètement rendu au bureau de Devin, se tenant maladroitement sur le seuil, les yeux baissés, cherchant le juste équilibre entre amour et trahison. Devin, sans même attendre le discours complet, secoua la tête. Il ne se retirait pas, ni maintenant, ni jamais. 2 semaines plus tôt, bien avant les manifestations, la panique ou la manipulation, la cassette n'existait pas au tribunal. Elle n'existait que sur une vieille clé USB poussiéreuse, envoyée dans une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, sans explication, juste un mot manuscrit qui disait « Ne les laissez pas enterrer ça aussi ». L'homme qui l'avait envoyé était Elijah Grant, un technicien à la retraite qui travaillait de nuit à la station-service de Trenton et Holloway. Il était resté discret depuis sa retraite, menant une vie tranquille dans une modeste maison nichée derrière une rangée de magnolias mourants. Mais lorsqu'il vit Devin aux informations locales, son cœur se serra. Quelque chose clochait. Il se souvint de cette nuit-là. Il se souvint d'avoir entendu les sirènes, vu la soudaine rafale de voitures de police envahir le parking du commissariat. Sur le moment, il avait cru à une nouvelle saisie de drogue. Ce quartier n'avait pas souvent de fin heureuse, mais quelques jours plus tard, il avait parcouru les fichiers de sauvegarde du commissariat, mis par habitude, mis par suspicion. Il trouva les images enfouies entre des horodattage, presque écrasés. Il les regarda, les revit. Ce qu'il vit le déstabilisa. Les mains de Devin étaient clairement levées. Sa voix était calme. Les policiers, en revanche, ne l'étaient pas. Ils étaient agressifs, provocateurs. Et Doyle, ses paroles n'étaient pas déformées par le bruit de fond ou les parasites. Elles étaient incisives, directes, racistes.
Elijah a gravé la vidéo sur une clé USB et l'a envoyée le lendemain à Marcus Bell. Il ne voulait pas en être crédité. Il voulait juste que quelqu'un fasse quelque chose, mais son acte de conscience a eu des conséquences. Moins de 24 heures après le voyage discret des images, le magasin d'Elijah a été vandalisé. Vitres brisées, des graffitis ont été griffonnés sur les murs de briques. Aucun suspect, aucune arrestation. Et lorsque Marcus a essayé de l'appeler pour témoigner, Elijah avait disparu. Pas de répondeur. Pas d'adresse de réexpédition. Ses voisins ne l'avaient pas vu depuis des jours. L'un d'eux a mentionné que sa voiture était restée garée devant toute la semaine, les clés sur le contact. Au tribunal, la tension est devenue insoutenable. Le juge, déjà sous la pression des autorités et de l'opinion publique, a commencé à resserrer les lignes. Les questions de Marcus Bell ont été interrompues en pleine phrase. Les objections ont été retenues avant même que l'avocat adverse ne se lève pour les présenter. Des témoins cruciaux se sont soudainement retrouvés indisponibles en raison de conflits d'horaires ou de maladies soudaines. Et lorsque Marcus demanda au tribunal d'examiner les images de surveillance des commerces environnants, les dossiers étaient disparus. Non pas corrompus, mais disparus. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Il devint évident que la salle d'audience elle-même s'était transformée en champ de bataille. Non pas un champ de bataille, mais un champ de sabotage silencieux. Les murs ne se contentaient plus de protéger la justice. Ils l'absorbaient, l'étouffaient, la déformaient, jusqu'à ce que la vérité ne résonne plus. Le système se repliait sur lui-même, couche après couche, chaque nouvelle restriction étouffant la possibilité d'un résultat équitable. Malgré cela, Bell persista. Il était imperturbable. Là où d'autres voyaient des impasses, il cherchait des failles. Si un témoin ne pouvait pas témoigner, il retirait ses déclarations précédentes. Si un dossier disparaissait, il interrogeait l'agent qui l'avait déposé. Il posait des questions non pas pour obtenir des réponses, mais pour être entendu. Chaque question devenait un fil d'Ariane pour le jury, chaque objection un signal d'alarme pour le public qui regardait depuis chez lui. Il savait que les caméras tournaient désormais. La salle d'audience, autrefois privée, était sous la loupe nationale. Pendant une brève pause, la salle se vida momentanément, à l'exception de Devin et Bell. Le bruit extérieur persistait, lointain mais incessant. Des chants de protestation résonnaient à travers les murs de béton comme un tambour de guerre. Bell se pencha légèrement, la voix basse, à peine plus qu'un murmure. Il dit à Devin qu'ils étaient attaqués de toutes parts, que le combat ne serait pas franc, qu'ils instrumentaliseraient la bureaucratie, déformeraient la loi, effaceraient les preuves, feraient disparaître les témoins, tout en prétendant que le procès était équitable. Devin ne répondit pas immédiatement. Il resta assis, immobile, le regard non pas fixé sur Bell, mais droit devant, au-delà du bois poli du tribunal, au-delà du banc du juge, sur quelque chose d'invisible, quelque chose qui palpitait au plus profond de lui comme un souvenir dont il ne pouvait se défaire. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était ferme. Nous sommes allés trop loin pour faire marche arrière. Les mots ne résonnèrent pas dans la salle, mais dans la poitrine de Bell. Il n'y avait aucune bravade dans le ton de Devin, aucune fureur moralisatrice. Juste une conviction silencieuse, le genre de force qui rendait les lâches nerveux, le genre de force qui n'avait pas besoin de permission pour exister. Le procès allait reprendre, le sabotage allait continuer. La salle d'audience resterait un champ de bataille en costume et silencieux. Mais à partir de ce moment, personne, pas même le juge, ne pourrait prétendre qu'il s'agissait d'une affaire comme les autres. C'était un règlement de compte. Et Devin, même menacé, même sous la pression du système, n'allait nulle part. Le dernier jour du procès commença par une tempête, littéralement. Des trombes d'eau s'abattirent sur la ville avant l'aube, baignant les rues d'une brume gris argentée. Des éclairs fendirent le ciel, illuminant la silhouette imposante du palais de justice comme un décor de jugement. Le tonnerre grondait bas et régulier,
un roulement de tambour sinistre faisant écho à la gravité de ce qui allait arriver. Au matin, malgré l'averse, la foule s'était rassemblée dehors, leurs parapluies flottant comme des vagues dans une mer de détermination. Certains étaient là depuis minuit, emmitouflés dans des ponchos, brandissant des pancartes tachées par la pluie, mais encore lisibles. Justice pour Devin. Fin de l'immunité qualifiée. Le silence est complice. Des caméras étaient alignées le long du trottoir, telles des sentinelles, capturant chaque manifestant trempé et chaque expressio. Elijah a gravé la vidéo sur une clé USB et l'a envoyée le lendemain à Marcus Bell. Il ne voulait pas en être crédité. Il voulait juste que quelqu'un fasse quelque chose. Mais son acte de conscience a eu des conséquences. Moins de 24 heures après le voyage discret des images, le magasin d'Elijah a été vandalisé. Vitres brisées, des graffitis ont été griffonnés sur les murs de briques. Aucun suspect, aucune arrestation. Et lorsque Marcus a essayé de l'appeler pour témoigner, Elijah avait disparu. Pas de répondeur. Pas d'adresse de réexpédition. Ses voisins ne l'avaient pas vu depuis des jours. L'un d'eux a mentionné que sa voiture était restée garée devant toute la semaine, les clés sur le contact. Au tribunal, la tension est devenue insoutenable. Le juge, déjà sous la pression des autorités et de l'opinion publique, a commencé à resserrer les lignes. Les questions de Marcus Bell ont été interrompues en pleine phrase. Les objections ont été retenues avant même que l'avocat adverse ne se lève pour les présenter. Des témoins cruciaux se sont soudainement retrouvés indisponibles en raison de conflits d'horaires ou de maladies soudaines. Et lorsque Marcus demanda au tribunal d'examiner les images de surveillance des commerces environnants, les dossiers étaient disparus. Non pas corrompus, mais disparus, comme s'ils n'avaient jamais existé. Il devint évident que la salle d'audience elle-même s'était transformée en champ de bataille. Non pas un champ de bataille, mais un champ de sabotage silencieux. Les murs ne se contentaient plus de protéger la justice. Ils l'absorbaient, l'étouffaient, la déformaient, jusqu'à ce que la vérité ne résonne plus. Le système se repliait sur lui-même, couche après couche, chaque nouvelle restriction étouffant la possibilité d'un résultat équitable. Malgré cela, Bell persista. Il était imperturbable. Là où d'autres voyaient des impasses, il cherchait des failles. Si un témoin ne pouvait pas témoigner, il retirait ses déclarations précédentes. Si un dossier disparaissait, il interrogeait l'agent qui l'avait déposé. Il posait des questions non pas pour obtenir des réponses, mais pour être entendu. Chaque question devenait un fil d'Ariane pour le jury, chaque objection un signal d'alarme pour le public qui regardait depuis chez lui. Il savait que les caméras tournaient désormais. La salle d'audience, autrefois privée, était sous la loupe nationale. Pendant une brève pause, la salle se vida momentanément, à l'exception de Devin et Bell. Le bruit extérieur persistait, lointain mais incessant. Des chants de protestation résonnaient à travers les murs de béton comme un tambour de guerre. Bell se pencha légèrement, la voix basse, à peine plus qu'un murmure. Il dit à Devin qu'ils étaient attaqués de toutes parts, que le combat ne serait pas franc, qu'ils instrumentaliseraient la bureaucratie, déformeraient la loi, effaceraient les preuves, feraient disparaître les témoins, tout en prétendant que le procès était équitable. Devin ne répondit pas immédiatement. Il resta assis, immobile, le regard non pas fixé sur Bell, mais droit devant, au-delà du bois poli du tribunal, au-delà du banc du juge, sur quelque chose d'invisible, quelque chose qui palpitait au plus profond de lui comme un souvenir dont il ne pouvait se défaire. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était ferme. Nous sommes allés trop loin pour faire marche arrière. Les mots ne résonnèrent pas dans la salle, mais dans la poitrine de Bell. Il n'y avait aucune bravade dans le ton de Devin, aucune fureur moralisatrice, juste une conviction silencieuse. Le genre de force qui rendait les lâches nerveux, le genre de force qui n'avait pas besoin de permission pour exister. Le procès allait reprendre. Le sabotage allait continuer. La salle d'audience resterait un champ de bataille en costume et silencieux, mais à partir de ce moment, personne, pas même le juge,
ne pourrait prétendre qu'il s'agissait d'une affaire comme les autres. C'était un règlement de compte. Et Devin, même menacé, même sous la pression du système, n'allait nulle part. Le dernier jour du procès commença par une tempête, littéralement. Des trombes d'eau s'abattirent sur la ville avant l'aube, baignant les rues d'une brume gris argentée. Des éclairs fendirent le ciel, illuminant la silhouette imposante du palais de justice comme un décor de jugement. Le tonnerre grondait bas et régulier, un roulement de tambour sinistre faisant écho à la gravité de ce qui allait arriver. Au matin, malgré l'averse, la foule s'était rassemblée dehors, leurs parapluies flottant comme des vagues dans une mer de détermination. Certains étaient là depuis minuit, emmitouflés dans des ponchos, brandissant des pancartes tachées par la pluie mais encore lisibles. Justice pour Devin. Fin de l'immunité qualifiée. Le silence est complice. Des caméras étaient alignées le long du trottoir, telles des sentinelles, capturant chaque manifestant trempé et chaque expression,